Bonjour Gilles Kepel, vous êtes professeur des universités, vous êtes spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Vous avez publié Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre chez Plomb. Et on peut dire que là, les événements, la Syrie rajoutent un chapitre à ce bouleversement du monde. Il faut se réjouir de la chute de Bachar el-Assad. Dans un premier temps, oui, bien sûr, puisque on a vu les scènes de liesse incroyables qu'il y a eu à Damas et les scènes bouleversantes de l'ouverture des prisons. Il y avait des gens qui sont sortis qui ne savaient même pas que Hafez al-Assad, le père, n'était plus au pouvoir, tant ils avaient passé du temps à croupir dans ces prisons où la torture est quotidienne, l'extermination. On ne sait pas combien de dizaines de milliers de morts il y a eu. Moi-même, qui ai fait mes études d'arabe en Syrie, à Damas, en 1977, ça n'est pas d'hier, nous étions déjà terrorisés par ces photos omniprésentes du père Assad. On faisait très attention. Nous, on risquait d'être expulsés, mais ce n'était pas grand-chose. Oui. Mais nos amis syriens, si un mukhabarat les entendait et les dénonçait, ils pouvaient disparaître du jour au lendemain sans qu'on n'ait plus jamais de ces paroles. Sur des cris de joie qu'ont accueilli évidemment cette chute. Alors, Abou Mohamed al-Jolani, le nouvel homme fort, il faut se réjouir de cet homme, comme l'ont fait d'ailleurs certains médias dès hier. Alors, il a eu une trajectoire qui est quand même intéressante à étudier. Donc, El-Jolani veut dire en arabe syrien originaire du Golan, d'où sa famille est originaire. Ce sont des sunnites du Golan qui est peuplé de beaucoup de druzes, mais des sunnites. Son père travaillait en Arabie Saoudite, où il est né. Ensuite, il est revenu en Syrie. Et au moment des printemps arabes, il est parti en Irak. Il était devenu islamiste entre-temps. Et il a rejoint Daesh en Irak et donc l'organisation État islamique. Il était avec Zarqawi, il a été emprisonné par les Américains, où il s'est radicalisé à Abu Ghraib, et ensuite il a rejoint le calife Baghdadi, le pseudo-calife de Daesh, qu'il a renvoyé dans sa Syrie natale pour diriger ce qu'on appelait le front al-Nosra, c'est-à-dire le front du soutien des djihadistes d'Irak aux insurgés syriens pour les djihadiser. À la suite de quoi il s'est fâché avec Daesh. Il a rejoint Al-Qaïda. Il s'est placé sous les auspices d'Ayman al-Zawahiri, qui était encore vivant, donc le numéro 2 successeur de Ben Laden. Puis ensuite s'en est distancié, puisqu'il a effectué un rapprochement notamment avec la Turquie, le Qatar et la mouvance frériste, disons. Et son évolution est assez facile à documenter parce qu'il a toujours donné beaucoup d'interviews. Donc vous avez Jolani 1 en tenue de combat avec la Keffieh et la Kalachnikov, Jolani 2 qui est de dos, pas encore en Kalachnikov, Jolani 3 en veston bleu avec veste blanche, et là, il est maintenant en chemise kaki, un peu la même que Zelensky, si vous voulez. C'est ce qui devrait rassurer, ce qui est fait pour rassurer, ou est-ce que c'est une dissimulation, comme disent certains ? Je ne pense pas que ce soit une dissimulation, je ne le connais pas personnellement bien sûr, mais c'est une évolution qui va de l'islamisme ultra-radical, d'ailleurs il le dit, je n'y crois plus, à une vision frériste des choses, et surtout dans la mesure où cette offensive a été soutenue, abondamment encouragée par M. Erdogan, qui n'en a pas fait mystère dès le premier jour, espérant que les combattants seraient bientôt à Damas, quand ils n'étaient encore qu'à Alep. Il marque le passage du pouvoir syrien dans l'escarcelle sunnite. Ça faisait plus d'un demi-siècle que la Syrie était dirigée par une coalition de minoritaires, les Alaouites, avec l'appui de Druzes, des chrétiens, des Ismaéliens, de chiites locaux. Et là maintenant, c'est le monde sunnite qui fait aujourd'hui à peu près 75% de la Syrie, parce que les sunnites, beaucoup plus pauvres, notamment dans le monde rural, continuent à avoir beaucoup d'enfants, alors que les minorités, dont un certain nombre étaient venus en ville, avaient profité de la modernisation, si vous voulez, ont réduit leur nombre d'enfants ou ont émigré, et du coup, la bascule démographique en Syrie aujourd'hui est beaucoup plus largement sunnite. Oui. Du reste, la première marque de son pouvoir, c'est qu'arrivé à Damas, il a fait le sermon à la grande mosquée sunnite des Omeyyades, et qui était toujours le rêve des sunnites. Je me souviens que j'avais interviewé en 2012, au moment des printemps arabes, le cheikh Kardawi, qui était un peu le
le télévangéliste des frères musulmans au Qatar. Il m'avait prédit à l'époque la chute imminente de Bachar el-Assad, ça ne s'était pas produit. Il m'avait dit, dans quelques semaines, je ferai le sermon à la grande mosquée des Omeyyades. C'est pas lui qui l'a fait, c'est Jolani. Alors pour l'instant, il est trop tôt pour prédire quoi que ce soit, mais évidemment, ce pouvoir qui a renversé Bachar el-Assad, et c'est très bien, mais hélas, on a en tête le renversement de Kadhafi, le renversement de Saddam Hussein. Un scénario à la libyenne, un scénario à l'irakienne. Celui de Ben Ali aussi. Donc il faut être aujourd'hui certainement enthousiaste et encourager le peuple syrien à constituer un pouvoir démocratique, mais ça ne va pas être si simple que ça. On voit du reste que aussi bien les Israéliens que les Américains ont une confiance relative dans la suite des événements, puisque les uns et les autres ont lancé une campagne de bombardement gigantesque. Israël a fait plus de 300 frappes au moment où nous parlons, depuis la prise de Damas, sur des sites militaires. Voilà. Oui. L'idée étant que, d'une certaine manière, Assad était le diable que Israël connaissait de leur point de vue. Il était faible, il pouvait lui taper dessus, et il n'allait pas utiliser inconsidérément des armes chimiques et autres. Là, on ne sait pas qui va s'emparer de ces arsenaux, et préventivement, il y a eu des destructions absolues. De même, les Américains qui sont présents dans la zone du nord-est syrien, près donc de l'Irak, ont bombardé tous les sites de l'État islamique de Daesh dont les guerrieros sont encore présents et avaient essayé de prendre Palmyre. Oui, on a le fief de Al-Jolani, c'est Idlib. Voilà. On peut chanter, on peut fumer, les chrétiens peuvent aller prier dans des églises où il n'y a pas de croix sur l'église. Il y a est-ce qu'il y a un islamisme modéré? Est-ce que ça a un sens? C'est quelque chose, si vous voulez, qui est un peu une sorte d'islamisme turco-qatari. C'est une espèce de norme frériste. Et quand moi j'avais rencontré très fréquemment, par exemple, quand il avait le pouvoir en Tunisie, Rached Ghannouchi, qui était le chef des frères de Ennahda, des frères musulmans tunisiens, qui tenait un propos très ouvert et très démocratique. Ce qui se passait derrière était toujours beaucoup plus compliqué, bien sûr, mais néanmoins, il y avait toutes sortes de groupes radicaux qui activaient, comme on disait à l'époque, librement, et lui disait « Oh, c'est comme les gauchistes chez vous, il faut qu'ils jettent leurs gourmes, et tout ça va rentrer dans le rang, c'est parce qu'ils ont été persécutés par les laïcs, mais ça va mieux se passer. » Donc, on peut être parfaitement frère musulman, si j'ose dire, de bonne foi. La question étant de savoir dans quelle mesure il y a un contrôle étatique sur une société en pleine ébullition. Pour l'instant, il faut au moins le reconnaître, il n'y a pas eu d'exaction. On a vu que les membres des services secrets du régime qui n'avaient pas fui étaient rassemblés, mais on n'a vu personne être battu ni exécuté. Avec le Premier ministre, c'est le pouvoir. Qui s'est passé de manière. Même le parti Baas a dit nous sommes prêts à transiger. Hein. Ça donne quand même le sentiment que tout ça a été très téléphoné. Oui. C'est-à-dire qu'on peut expliquer qu'en 12 jours, comment c'est possible en 12 jours de renverser... Une dictature qui a duré depuis 50 ans, si on compte le père et le fils, et qui a fait des dizaines de milliers de morts. Alors, il y a deux facteurs. Le premier, c'est l'effondrement du système lui-même. Parce que le pouvoir de Bachar el-Assad, en 2015, quand il était quasiment renversé, a été sauvé par une intervention massive aérienne de la Russie, qui a tout bombardé, et également par la présence des Iraniens, des milices chiites de toutes sortes, venues d'Iran, mais aussi de Pakistan et d'Irak, et également du Hezbollah libanais, qui a cessé d'attaquer Israël et qui a été transporté massivement en Syrie et qui a sauvé le régime. À l'époque, le Hezbollah combattait même le Hamas qui, en Syrie, dans les camps de réfugiés, était avec les insurgés contre Bachar el-Assad. Après, ça s'est retourné. Et donc, tout ça a permis, à ce moment-là, au régime de Bachar el-Assad de reprendre le pouvoir sur une grande partie du territoire. Et pour faciliter les choses, il y a eu quelque chose de très étonnant qui s'est passé, c'est-à-dire que les rebelles
ont été transférés vers cette zone d'Idlib qu'on a appelée la zone de désescalade, de déconfliction, c'est un anglicisme. On les autorisait à aller avec leurs armes légères. Ils étaient emmenés en autocar avec un officier russe de confession sunnite qui les protégeait. Et une fois qu'ils étaient là-bas, donc Bachar a récupéré son territoire et ensuite les Russes ont décidé de bombarder Idlib. Mais pour passer sur Idlib, ils devaient s'entendre avec les Turcs, puisque Turcs, Iraniens et Russes ont créé une sorte de coordination qu'on appelle le format Astana, du nom de cette ville du Kazakhstan, où, loin des Occidentaux, ils s'arrangeaient entre eux pour essayer de gérer à minima le conflit syrien. Les Russes ont pensé avoir l'ascendant et ont commencé à bombarder, mais au fur et à mesure, ils ont été pris par l'Ukraine, ils ne pouvaient pas tout faire, ils ont eu besoin de rapatrier leurs avions, leurs troupes en Ukraine, et de ce fait, la couverture aérienne a disparu. Ensuite, les Israéliens, après le 7 octobre, et c'est pour ça que le 7 octobre joue un rôle très important. C'est le moteur au fond, qui a rendu tout ça possible. Oui, c'est grâce au 7 octobre, parce que le 7 octobre, outre l'Ukraine, a fait que les Israéliens ont commencé à attaquer la Syrie, maillon faible de l'axe de la résistance iranienne, et ont systématiquement liquidé les généraux des gardiens de la Révolution ou des pasdaran, allant jusqu'à détruire le consulat iranien à Damas, qui encadrait l'armée de Bachar al-Assad. Et petit à petit, les pasdarans sont rentrés en Iran. L'Iran a même tiré sur Israël une première salve de missiles en avril. Et enfin, et surtout, quand il y a eu l'attaque au Beeper sur l'encadrement militaire moyen du Hezbollah au Liban, au mois de septembre, l'équivalent capitaine-lieutenant, le Hezbollah a fait revenir Dardar sur le territoire libanais tous ceux qui étaient détachés en Syrie pour encadrer l'armée. Donc, il n'y avait plus personne. Oui. Les Russes n'étaient plus là pour bombarder, les Iraniens étaient rentrés à la maison et le Hezbollah était au Liban. Et donc, ça a été une opportunité pour que, depuis Idlib, donc les milices de Jolani, téléguidées par la Turquie. Oui, Erdogan s'en est tout de suite réjoui. D'ailleurs, il a présenté que ces gens n'étaient pas des djihadistes du tout. Vous dites que c'est Erdogan qui est derrière ? Oui, très largement. Et c'est d'ailleurs une manière une sunnisation, si vous voulez, de la haute Mésopotamie. Dans l'histoire, on a toujours vu que vous aviez l'Empire ottoman d'un côté et l'Empire perse sous des noms divers de l'autre, qui étaient en conflit dans cette région. Quand l'un pousse, l'autre recule. Donc là, l'Iran étant en mauvaise situation aujourd'hui, parce qu'ils ont été pris au dépourvu, eux aussi, par le 7 octobre. C'est Hamas qui a pris la décision. L'Iran a été entraîné dans l'engrenage et a perdu énormément de plumes. L'Iran est le grand perdant. Et vous dites, au fond, peut-être demain, la prochaine cible ? En tout cas, ça doit beaucoup les inquiéter, ce qui s'est passé en Syrie. Le régime était parti pour l'éternité. Et là, en Iran, aujourd'hui, on sent bien que ça branle dans le manche. La mort très curieuse de l'ancien président Raïssi, dans cet accident d'hélicoptère, on peut dire que le temps était maussade ce jour-là, peut-être, entre guillemets. Vous dites que ça aurait pu être organisé par les services secrets israéliens ? Oui, ou en tout cas, peut-être par l'establishment des gardiens de la Révolution qui voulaient se débarrasser de la direction purement cléricale. Raïssi, qui était un sanguinaire, qui avait dirigé la répression contre les femmes. Israël veut empêcher aussi le programme nucléaire iranien à tout prix. Absolument. Et donc on voit bien que l'Iran est dans une situation assez difficile aujourd'hui. Et il y a eu cet événement, alors qui a été plus ou moins confirmé, qui est la rencontre d'Elon Musk avec l'ambassadeur iranien aux Nations Unies à New York le 11 novembre, dont on a beaucoup parlé dans la presse iranienne, avant que, 6 jours plus tard, le pouvoir iranien dise non, ça n'a jamais eu lieu. De sources informées aux États-Unis, on confirme discrètement que ça a bien eu lieu. Il faut bien voir qu'on est aujourd'hui dans l'attente de l'arrivée messianique, si j'ose dire, de Donald Trump, qui a annoncé qu'il voulait faire un grand deal avec tout le monde, et chacun veut se présenter à Trump avec la meilleure chose possible dans sa corbeille. Erdogan va dire à Trump, regardez, je contrôle la Syrie, espérons pour lui que ce ne soit pas le chaos d'ici là, et en échange, je voudrais ceci, cela. Il peut aussi aller voir Poutine et lui dire, si vous voulez, je vais faire en sorte que vos bases aériennes et navales en Syrie, à Hmeimim et à Tartus réciproquement, ne soient pas pillées et que la Russie n'apparaisse pas
humilié comme perdant des bases. Vous imaginez aujourd'hui où la Russie est en train d'essayer de négocier sur l'Ukraine, Poutine perdant la queue basse, ses deux bases militaires en Aujourd'hui, il est Méditerranée, affaibli. c'est pas bon. La Russie est affaiblie. Est très affaibli, en tout cas au moins symboliquement, et les symboles jouent, bien sûr. Pour Zelensky, présent à Notre-Dame, avec toujours ce t-shirt, enfin là, il l'avait un peu amélioré, dans le salon doré de l'Élysée et serrant la main à Trump, alors que Trump le considérait comme un moins que rien, d'une certaine manière, ça a complètement transformé sa stature, très clairement. Donc vous voyez que ce qui se passe au Moyen-Orient... C'est vraiment le bouleversement du monde. Eh ben, je ne vous le fais pas dire. C'est le titre de votre livre. Exactement. Mais un mot simplement, on se dit, oui, peut-être une forme de paix en Ukraine, peut-être possible. Au fond, pour Israël, quelque chose avec l'Iran. Est-ce que la chute des mollahs est... Alors, il ne faut pas aller si vite. Hein. En besogne, il y a toutes sortes de possibilités. Il peut y avoir un bouleversement interne, c'est-à-dire Khamenei, 85 ans, 35 ans au pouvoir, c'est aussi sclérosé que le régime Assad. Par exemple, les femmes aujourd'hui en Iran, vous en avez beaucoup qui se promènent tête nue. Le régime n'ose plus les menacer. Et hier, il y a eu des menaces, justement, mais pas de mise en œuvre. On prépare une loi au Parlement qui est tenue par les plus durs pour donner des amendes terribles aux femmes dévoilées, leur interdire tout. Mais s'ils font ça, c'est que ça n'est plus respecté. De même, un député a dit on va faire un essai nucléaire pour montrer qui on est. C'est un peu, retenez-moi, pour que je ne fasse pas un malheur. Ça ne donne pas tout ça des signes de très grand sérieux, plutôt d'affolement. Il peut y avoir une prise de pouvoir par les gardiens de la Révolution qui poussent les religieux, qui font une dictature, disons, qui est culturellement moins lourde. Parce qu'ils voient aussi ce qui se passe en Arabie Saoudite, où les religieux ont été mis de côté. Et la famille royale tient la situation très, très fermement, vous voyez. Donc tout est possible aujourd'hui. On est vraiment dans un grand bouleversement. Et ce qu'on ne sait pas, c'est en fait qu'est-ce qui a été négocié avant l'arrivée à Damas, puisque le premier négocié par qui? Eh bien justement, alors il y a eu un rendez-vous à Doha un peu avant avec les trois d'Astana, c'est-à-dire Turcs, Iraniens et Russes, et des pétromonarchies. Est-ce que c'est là que les Iraniens et les Russes ont compris que le régime d'Assad était fichu et que c'était pas la peine d'essayer de le sauver, qu'il valait mieux organiser une transition en sauvant les meubles, faire en sorte que Bachar se réfugie à Moscou, et puis qu'on essaye de garder ce qui était sauvable, puisqu'il est quand même très frappant que il n'y ait pas eu d'exaction contre ceux qui... On a même laissé assez largement, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, les bénéficiaires du régime partir vers le Liban. La route, la frontière libanaise est très frappante. Vous avez les chassés-croisés entre les Syriens qui s'étaient réfugiés au Liban pour fuir le régime, qui reviennent chez eux avec les coffres. On voit ces images pleines des coffres qui débordent, les gens qui sont montés sur le toit. Et de l'autre côté, vous avez les gens du régime, liés au régime, qui fuient vers le Liban. Risque d'invasion migratoire en Europe, ça c'est... Où ils vont se réfugier du côté du Hezbollah, dans les zones tenues encore par le Hezbollah. Alors, migration en Europe, c'est compliqué. Il y a d'un côté, et Erdogan voulait aussi dans cette affaire, faire partir les 3,5 millions de Syriens qui sont chez lui, puisque c'est une politique un peu à la Le Pen, si vous voulez, puisque vous avez une extrême droite turque de M. Bahçeli, du MHP, qui passe son temps à vilipender et vitupérer la présence des Syriens, qui sont une main-d'œuvre immigrée qui fait baisser les prix du travail, et du coup, les couches populaires turques sont impactées par cette concurrence. Donc, en ouvrant la Syrie, Erdogan espère que beaucoup de Syriens qui sont en Turquie vont retourner chez eux et que ça va... Sur la question... Mais 800 000 Syriens en Allemagne, par exemple. Voilà. Alors la question, c'est que normalement, en Allemagne, ils gagnent beaucoup mieux leur vie qu'en Syrie, parce que la Syrie est complètement détruite. Il y avait bien sûr la volonté de rentrer chez eux, mais aussi de nourrir leur famille. En Syrie, le pays est exsangue. Donc, retourner, c'est bien, mais à condition de pouvoir y faire quelque chose. On n'en est pas encore là. Et je pense que ceux qui sont en Allemagne vont quand même attendre de voir ce qu'il en est économiquement. Risque de fuite
de Syrie et de vagues migratoires en Europe? Parce que là, on voit que les dossiers sont peut-être suspendus demain en France, après l'avoir été dans d'autres pays européens, pour l'octroi du droit d'asile des Syriens. Oui, ça c'est surtout parce qu'il y a un problème de gestion des flux migratoires. Et vous savez que la puissance aujourd'hui des partis de droite et d'extrême droite dans tout le continent européen qui font une campagne là-dessus et qui répondent aux inquiétudes légitimes d'une population qui est effrayée par le flux migratoire incontrôlé. Mais il y a une autre question sous-jacente, c'est de savoir dans quelle mesure, s'il y a un chaos en Syrie, des djihadistes vont en profiter. Nous avons, comme Français, plusieurs centaines, probablement. On l'a entendu d'ailleurs par les Français, parmi les rebelles qui ont renversé Bachar. Vous voyez les vidéos commentées avec le français avec l'accent, disons, des banlieues, qui disait, ouais, voyez les chrétiens là, ils vivent l'islam, les chrétiens vont à la messe le dimanche, tout ça. C'était très clair. Alors il y a surtout un groupe qui s'appelle Firkat el-Ghoraba, c'est-à-dire la brigade des étrangers, qui est dirigée par quelqu'un qui a défrayé la chronique dans les Alpes-Maritimes, un Sénégalais appelé donc Omar Diaby, dit Omar Homsen, et son groupe qui se sont réfugiés en Syrie, qui ont eu des relations compliquées avec Joulani, qui était de temps en temps avec lui, de temps en temps il les mettait en prison, mais on voit bien qu'ils sont aujourd'hui libres dans l'espace syrien. Qu'est-ce que ça va signifier? Est-ce qu'ils vont avoir des moyens pour reprendre des activités de projection terroriste sur le territoire hexagonal, par exemple? On espère que les services de renseignement sont au point pour anticiper cela. L'assassin de Samuel Paty avait été en contact avec des membres de HTS. Tout à fait, en Syrie. Bien sûr, il avait passé un coup de fil après la décapitation. Donc tout ça est quand même présent. Et autant il est tout à fait légitime qu'il y ait cette liesse, et comme je vous l'ai dit, même moi, comme jeune étranger en Syrie dans fin des années 70, il y a longtemps, on sentait du doigt la présence de la terreur au quotidien, et c'est complètement normal, légitime de voir cet enthousiasme, et on le comprend parfaitement. Autant on ne peut pas ne pas s'interroger sur l'avenir, d'autant qu'on a eu des expériences qui n'ont pas forcément été extraordinaires. Avec le terrorisme sur le sol hexagonal. Bachar el-Assad, réfugié à Moscou. Ça, c'est Apparemment. Poutine. Il a des appartements là-bas. Sa femme, il serait soigné. Tout ça, ça a été organisé. On sent que les choses étaient presque prévues. Ça n'a pas été improvisé. Oui, tout à fait. Et c'est justement, mais ça, on ne sait pas. On sait, on imagine, mais on n'a pas. À la réunion de Doha, je n'y étais pas, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'observateurs, sauf ceux qui ont fait les choses entre eux. C'est un bouleversement, bien sûr. On voit bien qu'Israël, dans l'opération, est dans un premier temps gagnant, mais ils disent tous, nous avons été les premiers. Ils disent tous avoir été les premiers surpris. Bon, après, ce qui est dit et la réalité, c'est pas toujours la même chose. Mais ils se prémunissent aujourd'hui en bombardant tous les sites militaires syriens pour éviter que les armes ne tombent dans des mains, disons, non contrôlables. Oui, on dirait qu'il y a deux vainqueurs, la Turquie et Israël, dans cette affaire. La Turquie indéniablement, Israël plus ou moins, parce que Israël en même temps est sous la pression aujourd'hui de Donald Trump pour aboutir à une solution sur les otages. Et Bibi Netanyahou, qui est chez lui, si j'ose dire, l'otage de l'extrême droite religieuse, c'est-à-dire de messieurs Ben Gvir et Smotrich, qui ne veulent aucune négociation avec le Hamas, donc pas de libération d'otages, parce qu'il n'y aura pas de libération sans négociation, qui souhaitent, comme ils l'ont encore dit récemment, recoloniser la bande de Gaza, réimplanter des colonies qui avaient été démantelées par Ariel Sharon en 2005. Netanyahou avait d'ailleurs démissionné de son ministère pour protester, et qui mène en Cisjordanie une politique de nettoyage ethnique contre les Palestiniens. L'idée étant qu'il ne puisse pas y avoir d'État palestinien puisqu'il n'y aura plus de Palestiniens sur le territoire en question. Ça n'est pas la vision de Donald Trump, je pense. Donald Trump est très pro-israélien, il a mis des pro-israéliens partout dans son gouvernement, mais il souhaite qu'il y ait une espèce de paix d'Abraham élargie à l'Arabie saoudite, peut-être
après-demain un Iran où les mollahs ont été mis sur la touche, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'est pas désireux, lui, il se fiche bien de l'avenir propre, judiciaire ou politique de Netanyahou. Oui. Et on voit bien qu'il exerce une pression. Son envoyé spécial, monsieur Steve Whitcott, qui est également promoteur immobilier new-yorkais comme lui, est allé en Israël, est allé au Qatar, a ramené les Qataris dans la négociation et les intermédiaires qataris ont fait savoir que le Hamas est en train de faire les listes d'otages pour commencer la négociation. Alors, on n'y est pas encore, mais Trump a mis une échéance au 20 janvier. C'est une échéance évidemment pour le Hamas, mais c'est aussi une échéance, je pense, pour les suprématistes israéliens. Mais je disais, Gilles Kepel, je citais certains médias hier qui se sont évidemment forcément réjouis de la chute de Bachar al-Assad, peut-être trop vite, dire finalement entre la peste et le choléra, peut-être qui vient demain. Est-ce que la France et l'Allemagne n'ont pas été trop rapides en affirmant qu'elles étaient prêtes à collaborer avec le nouveau pouvoir syrien avant de savoir quelles sont réellement ses intentions? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nouveau pouvoir syrien. Là, on est encore dans un stade transitoire, d'ailleurs, qui a l'air de se passer d'une manière très fluide, puisque le Premier ministre de Bachar al-Assad, je crois toujours en fonction d'ailleurs, est en train d'organiser la transition avec les vainqueurs. Ce qui va en ressortir, nous n'en savons rien. Et les puissances européennes, effectivement, doivent se montrer disponibles. On a vu ce qui s'est passé avec les talibans. Voilà, rechercher le contact, ne serait-ce que pour savoir qui on a en face. Mais en effet, les talibans avaient donné toutes les assurances aux Américains et ça n'a pas duré bien longtemps. Merci beaucoup, Gilles Kepel. Alors, je rappelle votre dernier livre, bien nommé, « Bouleversement du monde, l'après 7 octobre chez Plon ». Vous allez le publier en livre de poche parce que c'est un best-seller et vous alliez certainement y rajouter les événements dont on a parlé dans cette émission. Voilà, mais en fait, si on lit le livre, on peut déjà, je pense, assez bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les événements seront mentionnés après, mise en place, mais là, je crois que c'est vraiment l'enjeu du 7 octobre, si vous voulez, qui va déclencher tout ça. Alors que Hamas n'avait pas d'idée que quand il déclencherait le 7 octobre, sans l'autorisation des Iraniens d'ailleurs, il déclencherait un engrenage dans lequel lui-même serait détruit, le Hezbollah et même l'Iran très menacé. Merci Gilles Kepel. Le bouleversement du monde l'après 7 octobre chez Plon. Merci pour toutes ces explications.